coach il me disait bon, ton premier boulot, c'est que lui passe jamais. Voilà. Après, une fois que tu l'as tordu, tu peux y aller. On domine, tu as gagné ton duel, on domine, on est là, tu y vas. Mais à l'époque, les coachs, ils te disaient, moi, je préfère que tu y ailles 4 ou 5 fois et que ça finisse bien que d'y aller 10 fois. Et tu vois. Nouveau numéro de All the Talk, l'émission de la passion, l'émission du sport, l'émission du partage, l'émission de la culture aussi. Aujourd'hui, je me déplace un petit peu dans le sud de la France. Je vais à la rencontre d'un ancien très grand joueur du football français. Moi qui suis supporter du PSG, j'ai l'air un peu bête aujourd'hui parce que la personne que je reçois, c'est un Marseillais. Il a le sang bleu et blanc qui lui coule dans les veines. Il a été là pendant 14 ans, ou au moins 12 ans, joué là comme professionnel. Il a gagné la Champions League avec l'Olympique de Marseille en 93. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Eric Dimeco. Bienvenue Eric dans l'émission. Salut à tous. Ça me fait vraiment plaisir, ça fait super bien, ça va super bien. Je suis vraiment content de t'avoir. Tu m'avais pas dit que tu étais supporter du PSG. Ah ben non. C'est ça, mais non, c'est pas grave, tu verras, c'est pas grave. Non, je t'ai pas dit parce que je me suis dit, si je lui dis tout de suite, ça va peut-être pas fonctionner comme je voulais. Pas de souci, j'écoute tous les jours à la radio dans mon boulot, t'inquiète. Ouais, j'imagine. On va parler de ça. Donc, Eric, on va rentrer directement dans le vif du sujet, comme j'ai l'habitude de dire. Je sais que toi, comme j'ai dit en intro, tu as le sang bleu et blanc et l'actualité en ce moment était pas très favorable pour vous. C'est peut-être en train de changer. On va commencer un petit peu par ça. Eric, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as ouvert une bouteille de champagne vendredi soir dernier quand tu as appris l'éjection de l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Monsieur Hérault? Non, on n'ouvre pas le champagne quand des gens se font licencier ou se font remercier. Par contre, c'est clair que la nouvelle à Marseille a été appréciée parce que le courant ne passait plus entre le président, donc Jacques-Henri Hérault, et les supporters. Il y avait de gros problèmes de compréhension et on en était même arrivé à un point, moi personnellement, j'en étais arrivé à un point où je doutais de son amour pour cette ville, pour ce club, pour les supporters, pour notre mentalité qui est particulière. Voilà, donc je pense qu'il était temps que l'histoire s'arrête. Il ne faut pas oublier ce qu'il a fait de bien aussi, parce qu'il n'a pas fait que du mal. Il sera temps peut-être un jour de faire le bilan de Jacques-Henri Hérault, mais non, soulagé parce que connaissant ce club et connaissant les supporters et connaissant la manière dont le président Hérault s'était mis à dos toute la ville, ça aurait été invivable, quoi. Et donc, si on veut un club apaisé, parce que même en état apaisé, les difficultés sportives sont là, donc il valait mieux passer à autre chose. Voilà, donc je crois que ça a été plutôt un soulagement, en espérant que je crois qu'il reste toujours au club et il aura peut-être d'autres activités dans d'autres domaines, puisque c'est quelqu'un de brillant. Mais malheureusement, j'ai quand même l'impression qu'il n'était pas à sa place dans ce club-là, à ce poste-là. Mais quand tu vois comment ça s'est terminé chez vous, ce qu'il a fallu faire parce que vraiment, moi je suis ça de l'extérieur, la ferveur populaire. Moi, j'ai 44 ans, j'ai jamais vu Marseille en feu de même. De souvenirs de football, ça j'ai jamais vu. Je pense pas que ça soit arrivé avant. Il y a quelques coups de sang régulièrement ici, de la part des supporters. Alors des fois ça se manifeste au stade. Là le problème c'est qu'il n'y a personne au stade, donc ouais. Il y a déjà eu la commanderie envahie par les supporters. Oui, ouais. Voilà, c'est pas une grande première, c'est pas une montée de température comme ça et c'est fini. Non, c'est régulier chez nous. Il faut pas se tromper. Les supporters n'ont pas tous les droits. Par contre, ils ne sont pas non plus chez nous que les mecs qui viennent ambiancer le stade Vélodrome, quoi. Ils ont un vrai rôle social. C'est même un rôle politique. C'est éminemment politique d'être supporter dans un club comme l'OM parce que c'est une ville qui vit. Même les gens qui s'intéressent pas au foot ici vivent pour le foot ou en tout cas savent très bien que quand l'équipe marche bien,
la ville vit mieux. Les supporters, c'est une composante. Et pour moi, alors quand je parle des supporters, je parle de tous les supporters, pas des clubs de supporters, parce que des supporters de l'OM, il y en a 60 000 tous les samedis au stade ou les dimanches au stade, mais il y en a des milliers, des millions dans la région, voire même ailleurs. Et tout le monde a les mêmes droits et tout le monde a le droit de supporter cette équipe-là comme il le veut. Pour moi, les supporters aujourd'hui, dans ce football quand même qui est en plein changement, pour moi, c'est les garants de l'institution ou des valeurs. Voilà, tu connais, puisque tu es dans un pays particulier, toi aussi, qui consomme le sport d'une autre manière. Mais moi, je vais en Angleterre, enfin, j'allais, puisqu'on n'a plus le droit aujourd'hui, mais j'allais en Angleterre régulièrement commenter des matchs. C'est le pays du football, avec des stades qui étaient chauds, très chauds même. Et là, c'est devenu des théâtres. Beaucoup de stades en Angleterre sont devenus des théâtres. C'est aseptisé un peu. On a évincé un petit peu les supporters un peu chauds, ceux qui mettaient l'ambiance. Et moi, j'ai pas envie que l'OM ressemble à ça, quoi. Voilà. Donc, ils sont là un peu pour être les garants de l'institution et de ce qu'est l'OM dans cette ville. En tout cas, ça fait plaisir à voir. Tu sais, bon, je t'ai dit en intro que moi, je suis supporter parisien. On a toujours eu des blagues, des discussions avec nos amis marseillais. Vous, à Paris, c'est pas la ville qui. Bon, Paris, c'est très différent. C'est un contexte qui est très, très différent de Marseille. Comparé, oui. Quand j'ai mentionné les manifestations, j'avais pas vraiment bien pensé au contexte aussi du Covid qui a forcément joué, parce que forcément, s'il avait pu gueuler au terrain, il aurait fait beaucoup plus. Ça, c'est sûr. Et tu dois être content puisque forcément, ça a eu un impact. Puis les supporters ont encore beaucoup de présence à Marseille. Si on le savait pas, on le ressent encore plus fort, je veux dire. Tu sais, pour parler de ton club de cœur, puisque le PSG a connu aussi des problèmes avec les supporters, avec des décisions dures à accepter pour certains clubs de supporters, le plan Le Prou, puisque à Paris, la différence entre ce qui s'est passé à l'OM et Paris, Paris, il y avait carrément des bastons entre les supporters, il y a eu des morts, donc il fallait arrêter tout ça. Mais les Qataris, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé un stade pacifié, mais par contre, ils ont trouvé un stade qui n'avait plus de chaleur. Moi, j'ai connu, à mon époque, le Parc, c'était quand même un sacré stade avec une sacrée ambiance. Et les dernières fois que je suis allé commenter au Parc sur des gros matchs, c'était triste. Et d'ailleurs, les Qataris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils commencent à faire revenir les clubs de supporters pour remettre de l'ambiance, parce que c'est important. Ça fait partie d'abord de ce sport. Et aussi, c'est important pour l'équipe d'avoir des supporters un peu chauds derrière, quoi, parce que des fois, sur certains matchs, ça te fait même passer un cap quand tu tiens un peu moins bien. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas arriver à cette extrémité-là. Je crois que tout le monde a condamné ce qui s'est passé à la commanderie récemment. Les clubs de supporters en premier qui ont été débordés, puisque certains étaient dans cette manifestation-là. Ils ont été débordés. J'ai eu un peu des échos. Ils ne se sont pas rendus compte que ça pouvait dégénérer. Quand c'est arrivé, ils n'ont pas pu arrêter les quelques trublions. Enfin, les trublions, c'est même plus que ça. Et donc, du coup, ils ont vite fait amende honorable. Ils ont vite fait en sorte de dénoncer ça. Et voilà, parce qu'on n'a pas envie de voir ça. Et le départ du président, alors ça résulte de ça, mais je pense que vu la tension qu'il y avait ces derniers temps, c'était inéluctable. Ça se serait passé autrement, mais c'était pas possible. J'ai l'impression que Monsieur Hérault, parce qu'on parle de votre ex-président, il a cultivé ou enchaîné les maladresses. J'ai l'impression qu'il commence dès le début avec son PowerPoint, à la fin avec la mise en demeure qu'il met aux supporters je pense pas, je sais pas si, je pense que lui, il a pensé qu'il avait compris, qu'il connaissait la culture marseillaise, mais en fait, il a dû vite se faire noyer par la vague. Disons que il y a eu un point de bascule, c'est quand il fait à Noël là, cette interview en parlant des salariés marseillais qui sont trop supporters de l'OM, enfin les salariés du club qui sont trop supporters de l'OM et qui travaillent mal quand l'OM perd. Et ça a été le point de rupture. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, jusqu'à ce moment-là, il s'était mis une grande partie des supporters à dos. Il s'était même mis une partie de son vestiaire à dos lors du premier confinement avec la renégociation des salaires. Ça a foutu le bordel aussi, ça. Ouais. Voilà, disons,
ça s'entendait à l'époque. Mais la manière dont il s'y est pris, d'après ce qu'on m'a dit, parce que c'est pas un truc qui est sorti en public, mais c'était pas comme ça, quoi. Et c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Et donc, du coup, ça a graissé des dents dans le vestiaire. Donc, il s'était mis à dos une partie du vestiaire, hein, une grande partie des supporters. Mais là, avec ces déclarations-là, il s'est mis à dos toute une ville. Toute une ville, au point que les politiques de tous bords étaient plus d'accord contre lui. Il a réussi à unir les politiques marseillais de tous bords. C'est quand même une grande performance. Les médias, les supporters, les Marseillais qui ne s'intéressent pas au foot, qui ont dit mais qui c'est celui-là qui nous juge comme ça alors qu'il vient d'arriver. Non, c'était une sacrée performance. Ouais, parce que je pense pas sur le fond, comme tu as dit au début, c'est un monsieur qui doit être super formé, intelligent, qui a réussi certaines choses dans sa vie. Que là, je pense que, regarde, il y a tous des moments où on est un peu moins performant, tous des moments où on prend des mauvaises décisions, on dit des choses un peu bêtes qu'on regrette souvent après. Je pense que là, lui, il les a enchaînés d'un coup. Ouais. Non, mais c'est pour ça que c'est bien ce que tu dis, parce que moi, j'ai toujours essayé de détacher quand. Alors, c'est vrai que des fois, dans des débats, on y allait fort sur le président, hein, et moi particulièrement, mais j'ai toujours. Chaque fois, essayer de dire bon, moi, j'ai rien contre l'homme, respect. Voilà. Bon, nous, on attaquait le président de l'OM et ce qu'il faisait, ce qu'il disait. Et c'est pour ça que, voilà, et bien sûr que c'est quelqu'un qui est brillant, puisqu'il n'aurait pas fait ses études, il n'aurait pas dirigé ces boîtes-là, il ne donnerait pas des cours dans les grandes écoles à Paris. Voilà, on n'a pas ce parcours-là quand on n'est pas bon, quand on est moyen ou limité. Par contre, il n'est pas tombé dans son élément et surtout pas au bon endroit. Peut-être qu'il aurait pu être un bon président ailleurs, mais pas ici. Voilà, moi, demain, je ne peux pas aller donner des cours à la Sorbonne, quoi. Voilà, c'est pas mon élément, c'est tout. Bon, ben, lui, il n'était pas au bon endroit au bon moment. Mais toi, demain, tu peux être président aussi. Alors, tu sais pas, mec, je t'écoute sur RMC. Alors, je t'écoute sur RMC dans le Moscato Show. Je t'écoute dans Top. J'ai adoré la blague. Mais écoute, j'en ai écouté une bonne il y a une quinzaine de jours. Je sais plus si c'était dans Top of the Foot ou c'était pas l'after foot. Je sais. Écoute, c'était dans ces horaires-là. On t'a posé la question. Et tu as répondu très humblement que si. Tu n'as pas dit oui, mais c'était quasiment un oui. C'est-à-dire que c'est quelque chose. Ben, on t'a demandé si tu aimerais être président de l'Olympique de Marseille. Et puis, t'as beauté en touche, sans beauté en touche. Le feeling que j'ai eu moi, c'est que si ça se présentait et que les conditions étaient réunies et que ton rôle était assez clair, tu serais un candidat idéal quand même. Je veux dire, t'es né en 63, t'as quel âge maintenant là? Oui, mais là, je vais faire 58 là. Attends, c'est l'âge de bon président, ça. Ouais. Ben, on a un président qui a 34 ans là, donc c'est clair. Mais j'avais dit la veille que c'était pas quelque chose dont j'avais envie. C'est clair que moi, je vais pas dire non parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite. Et voilà, aujourd'hui, vu ce que je fais dans les médias, vu la vie que j'ai aussi à côté, on parlera peut-être un peu de musique. Ouais, on va en parler. Mais voilà, et si tu veux, c'est incompatible avec la vie d'un président, et j'ai pas envie de cette vie-là maintenant, et surtout pas avec les gens qui sont actuellement propriétaires du club. Voilà, il faut qu'il y ait un feeling, il faut même être là au début du projet, et puis surtout il faut avoir tous les tenants et les aboutissants. Devenir président pour éteindre le feu, c'est jamais une bonne solution parce que ça tourne obligatoirement mal. Parce que c'est ça que tu représenterais, hein. C'est ça que tu représenterais. Je veux dire, si tu arrives là, toi, tu es le gars du Sierra et tu es le gars du coin, c'est sûr que tu calmes tout le monde au début, c'est sûr. Je suis conscient de ça et donc non, voilà, moi là aujourd'hui et pour les années à venir, je n'ai aucune envie de faire ça. Voilà, maintenant. Dans 10 ans, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Je peux avoir un pote qui reprend le club et qui me demande, allez, viens, on fonce. Et là, pourquoi pas? Voilà, c'est de la science-fiction et ça n'arrivera pas parce que j'ai pas de potes qui peuvent acheter l'OM d'abord. et surtout, je te dis, j'ai une vie qui est trop remplie d'à côté. Pour ne faire que ça, parce que président de l'OM, c'est que tu fais que ça, quoi. Ouais. Tu n'as plus de vie de famille, tu n'as plus de vie sociale, voilà, toute ta vie, c'est l'OM, et c'est gérer les problèmes de l'OM.
Et puis c'est un vrai métier aussi, quoi. Je veux Mais dire, en fait, voilà. quand je disais ça, c'est quand tu as donné ta réponse, je sentais que c'était comme le cœur qui parlait. C'est-à-dire que toi, je pense que même si tu n'es pas équipé, tu aimes tellement Marseille que si demain on Alors, te tire par les cheveux, on te dit hey, s'il te plaît, reviens, c'est toi, tu dirais peut-être pas non dans alors ce sens. attention, parce que je crois que tu m'as entendu le jeudi soir, la veille de la blague que j'ai fait à Vincent. Et c'est pour ça que j'avais dit oui, pourquoi pas et tout, pour Ah, ok. fais gaffe, hein. Fais gaffe, parce que voilà. Donc, tu peux peut-être tomber le mauvais jour où je laissais planer le doute parce que j'étais en train de faire la farce. Ah, je sais pas, mais tu le faisais bien. Moi, j'ai mordu en Je tout l'ai cas. bien fait, ouais. Moi, j'ai mordu. En tout cas, regarde, on a parlé un petit peu du propriétaire, McCourt. Tu me dis que c'est pas quelqu'un qui correspond peut-être à tes idées du football ou tel que tu le vois aujourd'hui. Moi, je suis ça de loin. Je t'ai dit, j'étais un fan du PSG. Je suis quand même assez dégoûté de ne pas avoir Marseille. Le Marseille des années 90 que moi j'ai connu, le Marseille Oui, au compétitif. moins une équipe qui rivalise avec Paris, quoi. Et voilà, et voilà. Et on peut dire ce qu'on veut de Bernard Tapie, on peut dire ce qu'on veut des histoires qu'il y a eu à Marseille. Bernard Tapie, c'est un président qui était présent. C'est un homme d'affaires qui était présent pour son club. McCourt, propriétaire, c'est changé maintenant. Je pense qu'on a besoin de sentir un peu plus à présent dans le club. Tu connais mieux que moi, du coup, la culture américaine, puisque Ouais, en étant ouais. au Canada, vous êtes proche de cette culture-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas capté rapidement ce qui se passait ici. Et c'est pour ça aussi que dans sa communication, des fois, il n'est pas très bien compris. Encore là, cette semaine, quand il est venu et qu'il reparle de Ligue des Champions, les gens hallucinent ici. Mais aux États-Unis, les mecs de Tampa Bay l'an dernier, en début de saison, ils étaient capables de dire, alors que c'était une équipe mais tu es très, obligé de très. le dire. Tu es obligé de le dire parce qu'ils croient vraiment qu'ils sont capables de le dire, Ils de le disaient faire. on va gagner le Super Bowl. Et en plus, ils ont gagné le Super Bowl. Tu vois, alors que c'était la 20e équipe ou la 15e équipe. Parce que là-bas, c'est pas la même culture. C'est-à-dire qu'on croit que tout est possible. Et on n'hésite pas à afficher ses ambitions, même si les ambitions sont élevées. Et ensuite, le sport US, au Canada, je ne sais pas trop, mais je pense que C'est c'est à comme peu près ça. la même chose. Ils font tout chaque année pour que, notamment avec les drafts et avec tout ce qu'il faut pour rééquilibrer les petites équipes, c'est-à-dire que les petites équipes prennent les meilleurs joueurs qui arrivent dans la ligue pour équilibrer, pour qu'il y ait de l'incertitude. Voilà, nous, il n'y a pas d'incertitude. Nous, au foot, on sait que Paris, chaque année, va gagner en ce moment. Et quand ils ne gagnent pas, c'est eux qui passent pour des cons parce qu'ils auraient dû gagner. Mais ce n'est pas possible que Nîmes gagne le championnat. Aux États-Unis, le Nîmes de la NBA peut aller presque au bout, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que il faut toujours replacer ce qu'il dit et ce qu'il fait avec cette culture-là. Voilà. Et en plus, je reste persuadé qu'il est venu aussi faire du business à Marseille, tu vois. Le problème, c'est que le recul marseillais, il l'a pas. Le Marseillais n'a pas le même recul que lui. Le Marseillais, il voit pas l'Américain comme toi, tu es en train de le décrire. De quoi il me parle? Qu'est-ce qu'il me raconte? Mais c'est vrai qu'ici, je vais te raconter une petite expérience que j'ai vécue. Mais j'ai été souvent dans les matchs américains, j'ai vu de l'NBA et tout. Mais anyway, ici, on m'a parlé, je suis à Montréal. Et à Montréal, l'équipe, c'est les Canadiens de Montréal, au hockey sur glace. Okay, et le Canadien, c'est une des plus belles ambiances qu'il y a en série quand les playoffs commencent en hockey. Alors moi, j'étais dans les ultras à l'époque, quand j'étais un peu plus jeune, j'ai eu la chance d'aller dans les gradins, les bons gradins à Auteuil, je tiens à préciser. À l'époque, chanter, vivre cette ambiance. J'ai vécu des émotions au stade, comme beaucoup de supporters, énormes. Et on me vend ça. Je dis, allez, let's go, je vais vivre l'expérience géniale. Vraiment, parce que je m'attendais tellement à ce que j'ai vécu. J'ai vécu un choc. Exemple, il y a un mec qui se balade avec le chandail, le chandail, tu vois, je parle québécois, avec le t-shirt ou l'équipement des Boston, des Bruins. Il se croise, ça marche, il peut chanter, truc. Il était à Montréal. Et les mecs, ils disent, regarde, il se passe rien. C'est très pacifique, quoi. Tu sais, le fan est très, très différent dans le truc. C'est un peu plus
un moment de rencontre, un moment de retrouvailles, on vient en famille, on mange des hot dogs, bon, tu perds, tu gagnes. Il y a quand même quelques vrais supporters, hein. Il y en a qui sont intenses, vraiment. Mais c'est vrai que c'est vraiment le truc familial, quoi, un peu plus. Tu vois, ouais, moi j'ai ma fille, ma dernière vit à Miami, tu sais. Et okay. chaque fois que je vais, bon, j'y vais souvent, malheureusement pas en ce moment, mais j'essaie d'y aller tous les 2-3 mois et chaque fois on essaie d'aller se voir un match de basket quand c'est la saison du basket. Ben oui, c'est ça, quoi. C'est la sortie en famille. Alors il y a des fans, les gens qui vivent à Miami, ma fille qui depuis très très longtemps est là-bas, connaît tous les chants du basket, elle a le maillot, mais voilà, quoi, c'est folklorique et c'est sympathique et à la limite ça n'a pas la connotation que, mais c'est aussi l'histoire des pays, hein, c'est-à-dire que nous le sport ça a longtemps été une manière de s'affronter entre villages, quoi. C'est-à-dire que c'est la suprématie d'un village qui passait par le sport. Après, d'abord, il y a eu la guerre entre les trucs, et puis après, il y a eu le sport qui réglait les problèmes. Et donc, c'est pour ça que nous, il y a une telle animosité entre les villes, notamment, qui sont proches, tu vois, entre Lyon et Saint-Étienne, entre Lens et Lille. Nous, quand il y avait Toulon à l'époque, c'était chaud aussi, tu vois. Nîmes, Montpellier, voilà, c'est vraiment encore cette mentalité de clocher où on veut être plus fort que l'autre, quitte à se bastonner, tu vois. Donc, à la limite, franchement, nous, c'est trop d'un côté et le Canada, c'est trop de l'autre, tu vois, parce que c'est vrai que c'est sympa quand tu vas aux États-Unis ou au Canada. Je connais pas le Canada, le sport, mais c'est pareil, c'est ce que je connais aux États-Unis. C'est vrai que tu vas, tu es tranquille, tu sais que tu vas avoir une show. C'est une show. C'est-à-dire que quand il y a des coupures pendant le match, il y a les danseuses, il y a les mecs, il y a les mascottes qui font des dunks. Il y a des trucs sur les écrans pour dire quand applaudir, quand gueuler. Tu passes un bon moment, même si le match n'est pas terrible. Nous, le problème du foot, c'est que quand le match est bidon, il n'y a rien à faire à côté, quoi, tu vois. Tu peux même pas manger les pop-corn, tu vois, c'est con. Hein. On va en plonger dans le foot un petit peu, parler un peu plus de ton équipe. Moi, quand je regarde sur le papier l'OM d'aujourd'hui, vous devriez être mieux que ce que vous êtes là. Franchement, je ne suis pas un spécialiste du foot comme toi, mais avec une colonne vertébrale, Mandanda, Alvaro, au milieu de terrain, Camara ou le petit jeune, très très fort, et devant une colonne vertébrale que ce soit Payet ou Thauvin, je choisis là, je m'en fous, des deux. C'est quand même pas des branquignoles, c'est quand même solide. Et même Milik qui vient d'arriver là, Milik très fort, c'est clair. Mais ça c'est la qualité individuelle des mecs. Mais malheureusement, si tu regardes un petit peu les 4 premiers du championnat aujourd'hui, collectivement c'est plus fort. Collectivement, c'est plus fort parce que nous, finalement, je pense que physiquement, déjà, nous, on a un gros problème. Alors, cette saison, elle a été particulière, hein, puisque avec l'histoire du Covid, tu sais, il n'y a pas eu de préparation. Non. Les préparations étaient un peu tronquées avec des mecs qui s'entraînaient seuls dans un premier temps. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes en Europe qui souffrent. Même les grandes équipes ont souffert un peu ce moment. Bah, Paris a galéré longtemps. Là. Ils reprennent un peu maintenant. Galère encore. Tu regardes le match contre Bordeaux cette semaine, galère encore. Tu regardes Liverpool galère en championnat. Enfin, il y a plein d'équipes qui galèrent finalement. Et donc, je pense que physiquement, on est en dessous des autres, collectivement, on est en dessous des autres, et puis surtout, individuellement, les joueurs. Thauvin n'est pas à son niveau, Payet n'est pas à son niveau. Tu vois, les seuls qui sont à leur niveau, c'est le petit Camara qui est énorme, le petit Gueye qui est une révélation pour moi. Les jeunes. Et puis Alvaro et Steve Mandanda qui est toujours. Voilà, Steve, il est toujours à un très très bon niveau. Des fois même, c'est lui qui te fait gagner des points que tu ne devrais pas gagner. Donc, si tu veux, à l'arrivée, je crois qu'aujourd'hui, cette saison, collectivement, si tu es 5e, tu es à ton niveau. Monaco est plus fort, Lille est plus fort, Lyon est plus fort, Paris est plus fort. Pour moi, tu vois. Maintenant, si tu parles de intrinsèquement, c'est-à-dire tu regardes les effectifs, tu dis oui, peut-être tu peux te mêler dans cette course-là. Mais finalement, quand tu regardes les matchs, si 5e, ce serait merveilleux. Ça va être un casse-tête pour Sampaoli là, de reconstruire une équipe l'année prochaine parce que tu n'as plus trop d'argent, ta valeur marchande, c'est Camara et Gay. Milik, tu as la chance de le garder, tu vas le garder. Mandanda, oui, il a beau faire encore des beaux arrêts, mais on sent bien qu'on est en train d'étirer un peu la sauce. Il est tranquille. Vieux, il commence à vieillir. Il y a une équipe à construire et les gars sur lesquels tu pourrais construire qui sont des pères. Je trouve que Camara et Gay, c'est des monstres. Le petit ne jouait pas de défenseur au départ. C'était pas un défenseur, Camara au départ. Bah, il peut jouer défenseur central ou milieu défensif, mais moi je le préférais milieu défensif, même quand il jouait derrière et qu'il est remonté dans le milieu, il est énorme. Ouais. Il est énorme.
Et j'ai peur qu'on le perde. J'ai peur qu'on le perde. Et là, si on le perd, je peux te dire que ça veut dire que le projet, il est mort. Ouais, mais si tu le vends 120 millions, tu peux t'en acheter deux. Ouais, mais 120 millions, ça n'existe plus en ce moment. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Tu sais aujourd'hui, un garçon comme ça, les clubs, ils vont t'en donner 40. Tu vois, je veux dire, si tu vends Camara pour 40 ou 50 millions, ça veut dire que vraiment, financièrement, tu es mal, quoi, tu vois. Tu me dis Sambeng, c'est moi qui l'amène dans le club, tu vois, pour pas qu'il se perde à l'aéroport. Tu le déposes direct. À l'aéroport, tu vois. Mais là, le problème, c'est que je te dis, ce ne sera pas ces prix-là, quoi. C'est ça qui est terrible. Et c'est ça qui m'inquiète, parce que d'après ce que j'ai compris cette semaine, s'il y a une belle proposition pour ce garçon, ça va. C'est ça que j'ai entendu. Ça, j'ai entendu. Ça, c'est un message terrible pour le projet sportif, quoi. Ouais, parce que c'est quand même un jeune qui est waouh. Il n'a pas de sélection, il est au port d'équipe de France, je pense. Il ne doit pas être très loin. Ben, chez les jeunes, il est chez les espoirs. Ouais, il est là. Ouais, il est là. C'est un gamin qui a toujours été. Ça fait un moment qu'on le voit venir ici. Bon, maintenant je vais continuer dans le football, puis m'adresser aux consultants que vous êtes, les anciens footballeurs là. Puis moi, je suis coach. Puis j'écoute la radio, puis j'écoute parler des fois. Puis des fois, je te jure, je suis dans la voiture. Putain, Daniel Riolo, là, si j'ai la chance de l'inviter, on va vraiment se payer une bonne petite discussion. Je pense qu'on pourrait s'éclater. À ton supporter du PSG, vous allez vous entendre, tu verras. Ah, peut-être. Mais des fois, je trouve que les gens peuvent être tellement justes et lui aussi peut être très juste. Mais en même temps, et là, je vais rentrer dans le cas du PSG, puis je vais parler un peu de Tourelle, petit aparté, parce que un entraîneur, puis je fais une métaphore avec la natation. Un entraîneur de natation qui a une méthode d'entraînement qui sort un petit peu de tout ce qui peut se connaître, qui peut exister, et toujours un peu montré du doigt. Okay, surtout quand il a des résultats médiocres. Quand il a des résultats, on le montre un peu moins du doigt. Et j'ai trouvé qu'à Paris, avec Tourelle, c'était la même chose avec Unai Emery, qui je pense aussi, c'est deux très bons coachs. Il y a un contexte, bien sûr, qui affecte leur façon de travailler, tout ça. Je ne rentrerai pas dans le contexte que tu peux me décrire encore mieux que moi, j'en suis sûr. Mais je trouve que des fois, quand tout ce qui s'est pris dans la gueule, mettons Tourelle par rapport au changement de position de Marquinhos, à ce qu'il fait avec un Pereira, tout ça, je peux comprendre que ça fasse halluciner des gens. Mais s'il y a bien quelqu'un qui connaît ses joueurs, qui les voit tous les jours, qui a le pouls de son équipe, c'est l'entraîneur. Moi, j'ai pas entendu personne gueuler il y a 2 semaines quand Pochettino se pointe à Bordeaux avec sur le banc Draxler, Rafinha et je ne sais plus qui comme joueur offensif, et il te met un milieu de terrain. C'est des maçons, quoi. T'as Pereira, Gay et puis Herrera. Je pense que c'est ça le milieu de terrain contre Bordeaux. Et personne ne tombe dessus. J'ai pas entendu un commentaire sur. C'est l'avantage d'être nouveau, tu vois. Tu as beaucoup plus d'indulgence. Le problème tu as vu, en plus, il flambe à Chelsea. Bah, bien sûr, mais c'est un mec, moi j'écoutais ses conférences. Je trouvais qu'il disait tout dans ses conférences. Il disait tout au début. Les gars sont bien, on a joué comme ça. Les gars comprenaient pas. J'ai l'impression qu'il parlait football, ce mec. Le problème, c'est que si tu regardes finalement, tous les entraîneurs ont eu des problèmes à Paris. Tous les entraîneurs ont eu des problèmes parce que le vestiaire est particulier à gérer et parce que le football aujourd'hui, quand tu dois gérer ce genre de vestiaire-là et ce genre d'équipe-là, il faut être plus qu'un entraîneur, quoi. Et là, je pense qu'à un moment donné, d'ailleurs, rappelle-toi, il a été longtemps laissé tout seul. On n'entendait pas Leonardo, on n'entendait pas le président. Et c'est clair qu'il a dû se sentir. Je pense qu'il se sentait plus bien à sa place, quoi. Je pense qu'il se sentait plus bien à sa place. Et je pense qu'il a replongé de suite parce qu'il avait envie il n'était pas en manque, enfin, il n'était pas lassé. Et tu regardes ce qu'il fait à Chelsea, il est en train de les remettre en haut du classement, en faisant de bons résultats. Et tu te dis, ça va le faire, parce que peut-être le club lui correspond plus. Je pense que lui aussi n'était pas au bon endroit au bon moment. Je pense aussi, sans mettre en doute ses qualités. Après, concernant, puisque tu veux parler sur les consultants et sur même les gens qui parlent de foot tous les jours. Vous êtes dur des fois, vous êtes dur. Mais tu sais, moi j'ai un raisonnement sur ça. D'abord, tu sais, on a la chance, le football, c'est une chance, c'est que tout le monde y a joué un jour, tout le monde a essayé d'y jouer un jour, tout le monde a son idée et tout le monde a le droit de parler de foot. Tu vois, moi par exemple, on devrait parler de natation tous les deux, je serais emmerdé, tu vois, je serais emmerdé parce que
j'ai pas la base, j'ai pas la connaissance. Il y a des sports comme le rugby, par exemple, où les gens qui sont à l'intérieur n'aiment pas que les autres en parlent, c'est-à-dire que le rugby, il n'y a que les rugbyman qui peuvent en parler, tu vois. C'est très élitiste comme sport, soi-disant, tu vois, c'est compliqué à comprendre, tu vois. C'est les gens qui sont plus intelligents que nous, tu vois. Donc, ils n'aiment pas quand on parle, nous, de rugby, tu vois. Alors que moi, je trouve que ce qui est bien dans le foot, c'est que tout le monde peut en parler. Et tout le monde peut bien en parler. Et c'est pour ça que tu peux débattre de football avec, on peut débattre tous les deux. Ouais. Je peux débattre avec un journaliste qui s'est même pas tapé dans un ballon, qui connaîtra le foot aussi bien que moi, peut-être mieux, parce qu'il aura une connaissance historique supérieure à la mienne. Et tu sais quoi, même dans le foot, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas de vérité finalement. On peut faire des débats à l'infini. Finalement, il n'y a pas de vérité. Et la vérité d'un jour, c'est pas celle du lendemain, parce que des fois, on dit un truc et le contraire à une semaine d'intervalle, tu vois. Et on n'a pas honte en plus, parce que qu'on a oublié, tu vois. Mais moi, je trouve que c'est une force, ça, tu vois. Alors, c'est vrai que ça doit être pénible, mais de notre côté, c'est ce que je dis, moi, aux gens qui sont encore dans le foot aujourd'hui et qui viennent me dire, oh, putain, les gars, vous exagérez, ou même récemment, j'ai le père d'un joueur qui m'a appelé par rapport à son fils, tu vois. Oh, wow. Non, mais le père, un mec qui avait joué aussi à mon époque, tu vois. Il m'a appelé en me disant, tiens, l'autre fois, c'était il y a quelques temps quand même. Il me dit, tiens, l'autre fois, tu as dit ça sur le petit, mais non, mais c'était pas ça, et tout, tu sais. Donc, je lui ai dit, mais dis-moi, je comprends pas, j'ai mis une critique une fois et je l'ai encensé 20 fois et tu m'as jamais appelé quand je l'ai encensé 20 fois. Je comprends pas pourquoi, tu vois. Et ensuite, je lui ai dit, mais tu sais, moi, j'aurais aimé qu'on parle de foot toutes les journées, tous les jours de 15h à minuit. C'est ce qui se passe chez RMC. Hein. Nous, on parle de foot de 15h à minuit. Bon, avec Vincent, on parle un peu de rugby, d'autres sports, mais Ouais. c'est-à-dire, après, tu as l'équipe où il y a des débats tous les jours, tu as Canal+, il y a des débats tout le temps. Je lui dis, moi aussi, j'aurais aimé jouer dans un football où tous les jours on parle de foot pendant 6 heures, où il y a même des mecs qui disent que je suis nul, et gagner les salaires que les mecs gagnent aujourd'hui. Hein, parce que tu ne peux pas vouloir le bon côté économique du football, c'est-à-dire les gros contrats, l'hypermédiatisation, les droits télé qui flambent et tout, et pas vouloir qu'on parle de toi. Il y a des sports, la natation, c'est particulier, c'est des sports, mais le handball, par exemple, personne ne parle d'eux, personne ne fait des débats, mais malheureusement, quand ils finissent leur carrière, ils sont obligés de travailler, tu comprends? Donc, tu ne peux pas avoir que les bons côtés, pas les mauvais côtés. Les mauvais côtés de l'hypermédiatisation qui amène des sponsors, des droits télé, c'est que y a des débats sur le foot tous les jours et qu'on dit des bêtises et que des fois même on est un peu dur. C'est pour ça qu'il faut que les mecs, mais je crois que les mecs maintenant, les jeunes joueurs aujourd'hui, ils ont ce logiciel, tu sais, où avec les réseaux sociaux, où ils ont l'habitude que les mecs les critiquent et tout, tu vois, si tu veux, ça leur passe un peu. J'ai l'impression qu'il y a des propos qui les touchent, mais voilà, ça glisse plus que nous, notre génération, tu vois, je pense. Ouais. Ou quand il y avait une critique dans l'équipe, moi, putain, ça me torturait un peu, je me disais, putain, le mec, il est dur quand même, tu vois. Voilà. En tout cas, écoute, on va continuer dans le foot. Puis là, il faut qu'on rende hommage quand même. À jamais les premiers, les gars. Je veux dire, bon, vous êtes les premiers, vous êtes les premiers, vous êtes les premiers. On court après cette belle Ligue des Champions. Toi, tu l'as gagné. Je vais pas te mentir. Moi, je suis ivoirien. Quand je vois Abedi Pelé tirer le corner, je vois Basile Boli mettre la tête. J'ai beau être supporter parisien, j'étais pas mécontent pour vous, j'ai même sauté, j'étais content pour Marseille. Parce que je suis aussi français, et quelque part, on soutient les clubs français dans le truc. J'ai des amis supporters qui étaient vraiment fâchés ou pas comme moi du tout. Mais c'est quand même aussi mes origines. Je m'appelle Harkhurst, je suis d'origine ghanéenne et de la Côte d'Ivoire. Donc, quand ça Ah s'est ouais, tu avais passé, c'était quand même touchant. Et puis, vous aviez une équipe, si je me souviens bien, de Saï, Boli. Marcel, le Ghanéen aussi. C'est ça, donc tu avais quand même une belle partie africaine dans l'équipe. Jocelyn, Gloma, ouais. Vous aviez, quand Drogba était chez vous, tu sais que tu ressembles à Didier d'ailleurs. Hein. Ah sur des plans, je te jure, des fois c'est flippant. Ah bah écoute, si ça peut le faire venir, let's go. Non mais c'est gentil, je vais prendre ça comme un compliment, je vais même dire que c'est lui qui me ressemble. Voilà, on va dire ça parce qu'il est plus jeune. Je pense, voilà. Il est plus jeune, ouais, moi j'ai 44, donc je pense qu'il est un peu plus jeune que moi. Ouais, pas beaucoup plus, mais ouais. Un peu plus. Mais oui, vous avez ça, quoi. Mais tu sais, c'était quand même un autre football et une autre compétition. C'était, si tu te souviens bien,
pendant ces années-là, même si le Milan AC à l'époque, c'était ce que représentait le Real ou le Barça, peut-être le Bayern aujourd'hui, s'il continue à régner sur le football, même si c'était très fort, même s'il y avait des équipes qui étaient très fortes, il y avait comment dire, une physionomie de la compétition qui permettait. Il y a eu des vainqueurs de Coupe d'Europe des clubs champions qui sont assez, tu vois, c'était des équipes qui tu t'y attendais pas parce qu'il pouvait y avoir des surprises. L'année où on la gagne, nous, tu as des équipes qui se font sortir avant tu sais, c'est une période où il y avait c'est aller-retour. Il y avait des matchs d'élimination directe et puis après il y avait 2 poules, tu sais. C'est ça. Et je crois que le Barça s'était fait sortir juste avant de rentrer dans les poules. Enfin, il y avait eu des accidents, tu vois. Et donc accidents qui peuvent moins arriver aujourd'hui parce que les équipes sont plus protégées, quoi. Ben voilà. Aujourd'hui, si tu veux, déjà il y a 4 équipes par pays, et puis il y a une compétition qui fait que tu es obligé de sortir de la poule et quand il y a une grosse équipe, et puis après c'est les matchs à élimination directe, c'est que des gros, c'est-à-dire qu'il peut arriver à partir des 8e, il peut arriver un accident régulièrement, tu vois. Ouais. Là cette année, ça va encore sûrement arriver, il va y avoir des équipes qui vont sortir alors qu'on s'y attendait pas. Mais les gros, tu regardes, les gros, ils sont toujours au bout. Dans le dernier carré, c'est toujours les grosses équipes qui sont là. T'en as moins de 2 sur 4. C'est vrai que tu as eu Tottenham et l'Ajax il y a 2 ans. Mais sinon, tu regardes au bout, c'est souvent. Bon, celle de l'an dernier, elle était particulière, donc c'est difficile de comparer. On peut même comparer à ce que nous, on a vécu. Mais nous, il y avait des accidents, il y avait des équipes qui pouvaient aller au bout sans être une grande Europe. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Et puis nous à l'époque, on avait fait demi-finale en 90, finale en 91 et finale encore en 93. Tu vois. Donc à l'époque, on était pareil. On arrive au bout parce qu'on était dans les 3-4, on était dans les 3-4 plus forts, quoi. Et donc voilà. C'est pour ça que c'est plus tout à fait la même compétition. Alors, je parle beaucoup des vertus de l'échec. D'ailleurs, c'est un beau livre. Je vous conseille si vous connaissez Monsieur Pépin. Les vertus de l'échec, c'est un super livre à lire, super intéressant. Ça me parle. Le titre me parle. Ben, c'est vraiment un très très bon livre. En France, tu le trouveras assez facilement. Et c'est quelque chose que j'utilise souvent. Je pense que souvent, les échecs, on dramatise souvent, surtout quand ça arrive, sur le moment, les émotions qui se mélangent. On a l'impression que waouh, c'est la fin du monde, en fait. Puis je me souviens des larmes de Basile Boli à Paris, je pense, c'est ça, en 91. Mais il y a beaucoup d'événements sportifs comme ça où tu vois qu'une défaite injuste ou quelque chose qui vous galvanise et vous permet de continuer à avancer. Bon, c'est sûr que l'OM, ça vous a pris quelques années pour y arriver, mais à combien de pourcentage tu pourrais accorder cette victoire que vous avez eue en 93 à ces 2 défaites injustes, un peu de 90 et 91? Mais tu as plein dedans parce que moi, je pars du principe, et du coup, ça va te remonter le moral pour ton club de cœur. Je pars du principe que cette compétition-là elle se donne rarement au premier venu. Il faut souffrir pour la gagner. Nous, on a beaucoup souffert parce que les 2 années avec la défaite en demi-finale contre Benfica, il y a la fameuse main de Vata. Donc, c'est-à-dire, c'est en plus que tu te fais éliminer en demi-finale, ce qui est normalement douloureux. Là, en plus, c'est sur un fait de jeu qui est légendaire aujourd'hui. Tu vois, c'est rentré dans la légende du foot. Et du coup, on l'avait très très mal vécu. Derrière, tu la perds un an après au penalty, en étant favori, tu vois. C'est-à-dire que là, tu te dis bon, ben c'est fini, c'est bon. On l'aura jamais. On a laissé passer notre chance, c'est fini. Et puis finalement, regarde, tu n'es pas favori 2 ans après, tu vas la gagner. Et c'est pour ça que moi, je pars du principe que souvent, pour avoir des grandes victoires, mais même dans la vie, hein, on peut s'en servir comme même comme maxime pour sa propre vie, pour les gens qui ont de grandes ambitions ou qui, dans leur métier, ont des challenges importants. Souvent, les échecs te permettent de grandir et puis de sauter plus haut le coup d'après, quoi, tu vois. Voilà. Et donc, moi, je pars du principe que on l'aurait pas, si on n'avait pas vécu ça avant, on n'aurait pas gagné en 93, tu vois. Et ben ce matin encore, tiens, c'est rigolo. Ce matin, je buvais le café dehors là avec des potes. Tu sais qu'à Marseille, on peut quand même boire le café. Tu vas boire le café au bord de la mer, tu vois. On a la mer, tu le sais qu'on a la mer. Hein. Oui, ça va. Tu le sais. Hein. Elle est belle à plus. Hein.
Et il y en a un qui m'a dit, et ce matin, il y a toujours des supporters de l'OM qui sont là, tu vois, donc qui viennent me parler un peu, et il me dit, t'as un compte, tu aurais pu gagner 3 Coupes d'Europe. Et je lui dis, ben non, autant si j'avais gagné la première, je n'aurais pas gagné les 2 autres. J'aurais même peut-être pas fait les finales, tu vois. Parce que du coup, voilà, donc ça marche pas comme ça. C'est comme les mecs, ils te commentent un match ou ils te racontent le match après, ils disent, putain, tu te rends compte si on a perdu 2-0, mais si on avait marqué le premier but, peut-être qu'on aurait gagné. Oui, non, mais peut-être que si on avait marqué le premier, tu aurais gagné, tu aurais perdu 4-1 peut-être, tu vois. Je sais pas. Et, donc on ne sait pas. C'est ça qui est bien, c'est qu'on ne sait pas. Là, on sait que en perdant avant, on est allé la chercher parce qu'on avait peut-être faim, beaucoup plus faim que les autres qui étaient gavés de titres, le Milan à l'époque. Voilà. Mais plus que ça, je pense que vous aviez faim, mais toute l'organisation avait faim. C'était pas juste. C'est ça que les gens peut-être ont du mal à percevoir. C'était pas juste les gars sur le terrain, c'était pas juste les coachs, c'était pas juste le Très staff. Je juste. pense que c'est tout le monde. Moi, ce Très que je juste. percevais, c'était toute votre organisation pensait gagner la Ligue des Champions. Mais tu sais, souvent, quand on fait des débats sur Paris aujourd'hui, c'est ce qui se passe à Paris, c'est-à-dire avec une équipe monstrueuse qui est dans les 2-3 meilleurs d'Europe. Hein. Alors l'an dernier, c'est allé au bout, enfin presque, mais chaque année, ça s'arrêtait 8e, quart. Mm-hmm. Et finalement, à un moment donné, tu te dis, bon, il y a l'équipe, mais il y a tout ce qui se passe autour, tu vois. Et je pense que autour, il n'y a pas ce qu'il faut, et même peut-être dans la ville, tu vois, c'est-à-dire que c'est tellement une ville qui a d'autres attraits que le football, comme il n'y a pas de pression populaire. Alors il y a des supporters, hein, il y a beaucoup de supporters à Paris, et des supporters acharnés. Mais c'est pas la même pression qu'à Marseille, c'est sûr. C'est vrai que le joueur, dans sa vie de tous les jours, il sent pas, quoi. Il est tranquille, tu vois. Alors que nous, tu peux pas aller acheter le pain ici, c'est que le mec il te parle du match qui vient d'arriver ou de la Coupe d'Europe qu'il faut gagner, tu vois. Et malgré tout ça fait que il faut que tout le monde soit tendu vers le même objectif. Si tu es tout seul livré à toi-même, voilà. Et c'est vrai que nous, à un moment donné, entre le président à l'époque, le boss qui pensait qu'à ça, qui nous mettait une pression dingue, les gens à Marseille qui ne parlaient que de ça et qui, pareil, nous mettaient une pression dingue, et tous les gens qui étaient autour de l'équipe qui avaient tiré les enseignements des défaites, ont fait qu'à un moment donné, ça arrive. Et c'est pour ça que du côté de Paris, tu te dis, bon, ben, avec cette finale l'an dernier, déjà, il y a un verrou psychologique qui a sauté, tu vois. Et après, ben, il va falloir gérer comme il faut la saison pour aller au bout, c'est-à-dire gérer ses stars, peut-être ne plus faire de cadeaux, peut-être, je ne sais pas comment il va gérer Pochettino, mais tu vois, il y a un truc à faire pour que cette équipe-là, elle aille encore au bout, quoi, qu'elle soit encore dans les 4. Parce qu'ils sont pas... Toujours le feeling qui manque une... Tu sais, je fais le parallèle avec Marseille. Raymond Goethals, s'il doit te remettre à ta place, il va te remettre à ta place. Tapi, s'il doit te remettre à ta place, il va te remettre à ta place. Ouais. Je suis pas sûr que ça se fasse comme ça aujourd'hui, puis je suis pas sûr que ça se fasse de la même façon aujourd'hui, puis je suis persuadé que pourtant, il y en a qui mériteraient peut-être d'entendre, et je parle pas juste du PSG, je parle vraiment de la mentalité, parce que les jeunes ont changé, ça a changé un petit peu, tu sais, des fois, un petit rappel un peu tonique, ça peut faire du bien, non? Comment dire ça, Paris, c'est quand même un club particulier. Il faut aussi briller quand tu es Paris, tu vois. C'est ça un peu qui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans le football aujourd'hui, mais peut-être que c'est la suprématie de Messi, Ronaldo. Ils sont tellement forts, ils ont tellement gagné qu'on a pensé qu'avec des stars, on pouvait gagner. Et Paris, du coup, est dans cette logique-là aussi. Moi, je trouve que c'est bien que le Bayern et Liverpool soient les 2 derniers vainqueurs de la Ligue des Champions parce que c'est des collectifs très forts. Et c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est ça, c'est faire passer les individualités avant le collectif. Et à Paris, c'est ça un peu le problème, tu vois, le comportement qu'a Neymar, ça va poser un problème à un moment donné. Et malheureusement, tu vois, ces garçons-là, l'an dernier, quand il a fallu faire gagner en finale, ils sont passés à côté du match, tu vois. Alors que de l'autre côté, tiens, les Thomas Müller, les Lewandowski, les Kimmich, les mecs, ils passent au travers, c'est pas grave parce que le collectif est très fort. Là, le problème, c'est que ce soir-là, quand Neymar et Mbappé passent à côté, tu sais que tu n'y arriveras pas, tu vois. Et c'est ça le problème, c'est parce que dans une compétition comme la Ligue des Champions, tous les tours à partir des 8e sont compliqués. Et tu te dis à un moment donné,
ta star, ce qui a été le cas sur les années d'avant, hein, ta star, elle va passer au travers, elle va te blesser ou elle va passer au travers sur un match et malheureusement, le collectif ne va pas te sauver parce qu'il n'y a pas de collectif. Voilà, donc c'est ça un petit peu l'alchimie qu'il faut trouver et que les dirigeants parisiens ont eu du mal à trouver. Quand tu regardes le milieu de terrain, le nombre de milieux de terrain qu'ils ont acheté, le milieu de terrain qu'il y a aujourd'hui à Paris, ça fait peur quand même parce que c'est pas du niveau de ce que devrait avoir Paris, quoi, tu vois. Quand tu me parles du milieu qu'il y avait à Bordeaux, tu vois, ça souffre un peu de la comparaison avec les grosses écuries. Voilà, c'est le problème. Tu as vraiment un bon point. Avant de revenir sur le PSG, je vais te poser une dernière question sur la finale de 93. Une question qui me vient de mon directeur artistique, je l'appelle comme ça. C'est mon directeur artistique, c'est une personne qui m'inspire, Thomas Trabariès. Alors, Thomas, par rapport à la finale de 93, si tu devais avoir une action, hormis celle du but, si possible, où tu es impliqué et qui, à tes yeux, résume ce match, cette victoire, et pourquoi? Est-ce que tu aurais une action en tête qui ne correspond pas au but qui est pour toi, que ce soit avant, dans le vestiaire, en rentrant dans le truc? Ah, vas-y. Cherche pas. C'est l'arrêt de Fabien sur le double arrêt, là, Massaro-Van Basten, là, début de match. Où il a claqué le coup de la main et je crois que c'est Massaro qui fait une frappe à pivot ou Van Basten fait, je sais pas, il fait un double arrêt à un moment donné. Là, c'est mort. Si on cède là, on est mort. Et Fabien, quand tu te souviens du match, c'est lui qui, c'est lui. Alors, il a fait plusieurs. Hein. Moi, j'ai souvenir de celui-là parce que. T'es pas loin. Ouais, je suis pas loin. Et puis c'est à ce moment-là qu'on se dit bon, il nous arrivera rien, il est en feu, voilà, tu vois, c'est des fois dans le match, tu sais qu'il pourrait rien t'arriver parce que ton gardien il est en feu, et à ce moment-là, tu te dis merde, il va dégoûter les autres, quoi, tu vois, voilà, donc c'est Fabien, on va dire ce double arrêt parce que c'est le moment où je pense qu'il a dégoûté les autres et que nous on s'est senti invincible parce qu'on s'est dit bon, ben lui il est en feu, il est touchable aujourd'hui, quoi. Waouh. Bon, bah, merci beaucoup. J'aime bien l'anecdote, puis je trouve que c'est une belle question. Donc, je voulais te l'envoyer. J'aime vraiment ça. Bah, écoute, si je peux la mettre dans le montage, j'essaierai de la glisser. Alors, Eric, toi, et je vais rester dans le mode PSG. Toi, t'es quand même un joueur, bon, écoutez, t'étais pas Neymar, hein. T'étais un peu plus en arrière, arrière gauche, assez virulent, assez physique. Au Paris Saint-Germain, ça serait qui le Eric Dimeco pour toi? L'aboyeur, le joueur qui comprend la tactique, le joueur qui est physique, ça serait qui le Eric Dimeco pour toi? Aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui. Wow. Le problème, c'est que le football a changé parce qu'à l'époque, j'étais pas le seul. Non. Tu regardes même à Paris les Colboiré, Fournier et compagnie, Colter, tu vois, nous il y avait Sassus, Boli, voilà, tu vois. Ricardo. Si tu veux, c'était un autre football, donc on peut pas. C'est-à-dire que aujourd'hui, un défenseur ne peut plus faire ce que nous on faisait. Tu serais suspendu tous les 2 matchs en fait. Au jour aujourd'hui, on se serait adapté, hein, voilà. Donc moi j'ai connu la bascule entre le début des années 90 et la fin des années 90 où les arbitres commençaient à taper plus fort sur les défenseurs, tu vois. Oh, mais je te parle plus, moi, sur le mental, le cœur de guerrier, l'envie d'y aller. C'est sûr que le football a changé. À Paris, aujourd'hui, moi, j'aime beaucoup Marquinhos. C'est le taulier. Au niveau de la mentalité, c'est sur des mecs comme ça qu'il faut s'appuyer, tu vois. Quand tu es Paris, dans le projet Paris, tu mets, d'ailleurs, il est capitaine, tu mets Marquinhos en avant, quoi. C'est devenu l'âme du club, c'est le taulier, c'est le mec qui. Moi, j'ai souvenir l'an dernier, j'ai commenté le retour contre Dortmund. Il était là. Le retour. Je peux te dire qu'au match retour, il y avait déjà le huis clos. Je peux te dire qu'au match retour, en plus, on entendait, tu vois, déjà, quand il y a le huis clos, tu entends les mecs. Je peux te dire que lui, il est là. Lui, il est toujours là. Tu regarderas, il est jamais moyen. Il est toujours bon, très bon ou excellent. Et voilà, moyen, ça n'existe pas. Et puis au niveau de l'engagement, c'est voilà, tu vois. Donc, et ces mecs-là, tu devrais en avoir un par ligne, quoi. Tu vois, au milieu, tu devrais avoir les mêmes. Le petit Verratti est un peu comme ça, mais comme il est un peu tout fou, des fois, J'aime bien Paredes, moi. Paredes aussi, il peut de ça au par, lui.
Ouais, pas mal. Au niveau de la Grinta, c'est pas mal. Voilà, tu vois. Et devant, par exemple, moi, j'aime bien le petit Keane qu'ils ont pris, là, Ah, qui, j'adore, euh, j'adore. qui l'air de rien. Il est arrivé sur la pointe des pieds. Au début, il a été un peu dénigré et tout. Je peux te dire qu'il les a sortis de quelques galères et que devant J'ai c'est. regardé le match avec mon fils l'autre jour ici, et puis je vois Keane, puis je dis à mon fils, mais Keane, il a du wear. Je vois, il a des moves à la wear. C'est un faux lent, tu le vois démarrer, Ah mais ouais, ça ouais, ouais, part, il ouais. démarre. Il a. Une fois qu'il frappe, il frappe, il peut être très technique, il surprend les défenseurs parce qu'il ne pense pas qu'un grand comme ça peut dribbler ou démarrer comme il fait. Je pense que Keane, c'est le joueur qui est, tu vois encore, tu parlais tout à l'heure d'être à la bonne place, au bon endroit, au bon moment. Mais lui, il s'est planté sur la ligne, puis sur beaucoup de choses. Et puis là, sur des choix qu'il a fait, j'ai l'impression qu'à Paris, il est quand même dans un environnement favorable pour lui, quoi. Mm, mm. Ça va changer. Ça va changer beaucoup pour la suite. Alors, je mets Paris de côté. Donc, on va vite aller du côté de l'équipe de France, parler de football. Donc, tu parlais de l'évolution des latéraux, tu parlais un petit peu de comment ça a changé, comment ça a évolué, tout ça. Toi, comment tu vois, comment tu penses que tu aurais pu t'adapter à ce football-là? Parce que tu n'étais pas quand même t'étais pas, est-ce que tu penses que tu aurais pu apprendre à devenir un joueur un peu plus offensif, Ah, plus, mais attends. Mais tu sais comment j'ai joué en Ligue 1, en première division, j'ai joué 70 matchs attaquant, ailier gauche et avant-centre. Moi, j'ai commencé comme ailier gauche. c'est vrai, c'est Euh, vrai, c'est et, vrai, euh, c'est et vrai. j'ai joué mes premières années à l'OM. Quand je suis arrivé en 80, l'équipe était en deuxième division. On est monté en 84, 83, 84. Donc j'ai joué en deuxième division jusqu'en 84. Et après, j'ai joué en première division jusqu'en 87. 2 ans avec l'OM et un an, j'ai été prêté à Nancy avec Arsène Wenger qui était le coach. Et c'est en première Jouer division. ailier. Et je jouais ailier, j'ai même joué avant-centre plusieurs fois. Donc, si tu veux, on se souvient de moi comme un joueur physique, méchant, tout ce que tu veux, mais au T'as du départ, si ballon tu quand veux, même. j'étais technique, oui, oui, j'étais même considéré comme un joueur technique, tu vois, un joueur trop élégant et technique. Tu t'imagines comme ça a changé? Ça fait peur, hein, tu Mais vas je pas suis voir content. rigoler quand tu Je suis content que tu le soulignes parce que je suis content que tu le soulignes et que tu t'en défendes parce que c'est quand même contre ce que l'image qu'on veut véhiculer du tacleur assassin que tu pouvais être, tu sais, parce que bon, t'es quand même, est-ce que tu penses, ta popularité auprès des Français, t'es quand même très populaire, tu dois plus à ton caractère de tacleur ou tu dois plus à Oui, ta oui, oui, oui. personnalité ou. Non, non, c'était un peu ma marque de fabrique, ouais. Mais tu sais, quand tu regardes comment le jeu a évolué, alors le poste de latéral a vachement évolué parce que dans un football qui est devenu un football de statistiques, on met en avant des latéraux qui sont efficaces offensivement, même si c'est des gruyères défensivement, tu vois. Moi, si tu veux, à l'époque, quand j'ai été reconverti derrière, puisque moi, j'ai joué arrière-gauche en 88, quand je reviens de mon deuxième prêt, j'ai joué avec Foster, Moser, tu vois, dans l'axe et tout. Donc, Amoros qui joue arrière-gauche. Des C'est-à-dire que monstres. moi, quand on m'a mis derrière, on m'a dit, bon, au contraire, on m'a freiné parce que moi, j'avais l'habitude d'aller devant, du coup, parce que j'étais formé ailier gauche. Et à un moment donné, l'entraîneur m'a tiré l'oreille, il m'a dit, non, non, mais attends, si tu joues là, ton premier boulot, c'est que l'ailier droit, parce qu'à l'époque, il y avait des ailiers, tu vois, c'est pas comme maintenant où tu as les mecs, ils fuient ou ils rentrent, tu vois. À l'époque, c'était des ailiers. Le coach, il me disait, bon, ton premier boulot, c'est que lui passe jamais. Voilà. Après, une fois que tu l'as tordu, tu peux y aller. On domine, tu as gagné ton duel, on domine, on est là, tu y vas, tu y vas. Mais à l'époque, les coachs, ils te disaient, moi, je préfère que tu y ailles 4 ou 5 fois et que ça finisse bien que d'y aller 10 fois. Et, tu vois. Et le problème, moi, ce que je reproche aux latéraux aujourd'hui, parce que je vais avoir des données particuliers, c'est que souvent, ils se font prendre dans le dos défensivement. Ils ont des lacunes à ce niveau-là. Et puis des fois, ils montent 10 fois, mais il y en a 5 de centres qui vont dans la tribune quand même, hein, tu vois. Ça passe pas. Tu as Alexander Arnold et Robertson, ils ne jouent pas dans toutes les équipes. Hein. Eux, ils centrent rarement dans la tribune. Mais en Ligue 1, quand tu regardes les latéraux quand ils centrent, il faut mettre le casque à pointe dans les tribunes. Hein. J'avoue, Donc, j'avoue. si tu veux, voilà. Mais on met ces joueurs, il est monté, il a fait 5 centres, ou il a fait 6 centres. Oui, mais ils sont arrivés où les centres, tu vois. Donc, c'est peu changement de philosophie, changement de jeu qui fait ça, quoi. Mais je te dis, on jouerait. C'est pour ça que, tu sais, il y a toujours le débat sur
Pelé, est-ce que Pelé aujourd'hui serait le meilleur joueur du monde? Il s'adapte. Pelé aujourd'hui, il aurait la même capacité physique parce qu'à l'époque, c'était un monstre physique. Il aurait la même diététique, il aurait le même entraînement. Il courrait 12 km ou 11. Techniquement, ce serait Messi ou Neymar, tu vois. C'est les bonnes de l'époque. Pelé aujourd'hui, ce serait le meilleur joueur du monde. Hein, voilà. Et les autres, pareil, se seraient adaptés. Par rapport à l'entraînement, par rapport à la spécificité du poste. Il y a des postes qui ont changé. Défenseur centraux à l'époque, tu avais le libéro et le stopper. Le stopper faisait le sale boulot, et le libéro, il ramassait les miettes, il faisait les relances, c'était le technicien et tout. Maintenant, les deux, ils ont les mêmes caractéristiques, tu vois. Voilà. Donc, ça a changé. Et on se serait adapté. Et les joueurs d'aujourd'hui qui joueraient avec nous et qui sont bons, ils seraient bons pareil. Et ils se seraient adaptés à la spécificité du poste. C'est l'histoire même. Et je pense même que dans ton sport ou dans plein d'autres sports, c'est comme ça, tu vois. Je te dire, Spitz, il viendrait aujourd'hui avec les entraînements d'aujourd'hui. Ah, mais je peux même te dire que les mecs de l'époque, vu qu'ils se mangeaient dans la gueule à l'entraînement pour faire ce qu'ils faisaient, il y avait, je pense, une grosse partie de merde là à enlever, énormément. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il serait monstrueux. Voilà. Techniquement plus avancé, plein de choses. Je veux pas dire de bêtises, je te dis. T'as pris un bon exemple. C'est toi le spécialiste, mais par exemple, à la natation, tu regardes maintenant tous les mecs qui font du 50 ou du 100 mètres. Ah, c'est des Golgoth. Les mecs font de la muscu. Les mecs, c'est tout sur la force. Tu regardes le petit Florent Manodou, c'est Monsieur Univers, comme il est bâti, ce mec-là. Ah, ils sont plantés. Spitz, ou je sais pas qui avait, c'était tout sur le talent, sur la glisse, sur le talent, la technique. C'est pas la même chose. Là, maintenant, tu regardes des sprinteurs, il y a des sprinteurs, ils ont zéro technique. Ils nagent les bras tendus. Les mecs, c'est des. Non, mais sur les sprints, sur les. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tout sur la force physique, tu vois. Les zéro technique, mes collègues, ils sont en train de avoir les oreilles qui sifflent un petit peu. Quand je dis zéro technique, c'est-à-dire avec une technique qui est très basée sur la force. C'est-à-dire ouais, je vois. Et tu fais le mouvement du bateau à hélice, là. C'est parce que tu es monstrueux, quoi, tu vois. Ouais. C'est nager les bras tendus, je peux te dire qu'il faut avoir une sacrée force quand tu rentres dans l'eau. Je sais pas. Nager bras tendus, je peux te dire, c'est très dur. Faut vraiment, ça demande pas mal de choses pour être capable de faire ça, bras tendus. Les mecs qui sont taillés, tu l'as vu comme il est fait, le petit Flo Manodou? Ah, bien sûr, Florent Manodou, je l'ai vu, je l'ai reçu à 14-15 ans ici chez moi à Montréal, retrouvé après on se connaît un petit peu, ouais, non, c'est une belle pièce, hein. Le mec, il se met sous les barres, les mecs, et il envoie. Alors du spécifique muscu, tu vois, du spécifique avec, mais les mecs, ils le font. L'entraînement, c'est plus rien à voir, quoi, tu vois. Les mecs de l'époque qui s'entraîneraient comme ceux d'aujourd'hui, ils seraient forts aussi. Alors, je termine là parce qu'on s'en va tranquillement vers la fin. Je voulais parler un petit peu de musique. Avant de te poser une question musique, parce que je suis un malade de son aussi. L'attaquant à l'époque, ou le joueur à l'époque, qui t'a fucking posé le plus de problèmes. Le joueur contre qui, putain, celui-là, ça va être un casse-couille, quoi. C'était qui ce joueur-là? J'avais posé la même question à Gabriel Heinze aux Jeux Olympiques en 2004. J'ai posé la question. Il m'avait répondu Sidney Govou. J'avais quand même halluciné, quand même. Ouais, Sidney, c'est très fort. Un joueur. Très fort. Il fait une grosse carrière à Lyon, grosse carrière en équipe de France et tout. Alors moi, écoute-moi, je vais te parler d'un joueur qui joue à Nantes. Ah, je te vois plus, il faudrait que tu recules un petit peu. Il s'appelait Tierno Youm. Je crois qu'il était sénégalais. Tierno Youm, je m'en souviens. Est-ce que tu peux reculer un peu, Eric? Je te vois plus du tout. Oui, pardon. Voilà. Tierno Youm qui jouait à Nantes. Je m'en souviens. Il me semble que c'était sénégalais. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Grand longiligne, il allait à 2000. Et lui, quand je jouais contre lui, j'étais obligé de l'entamer d'entrée pour qu'il court un peu moins vite parce que c'était le premier tacle, normalement, il était au niveau de la carotide là pour qu'il court un peu moins vite le coup d'après, tu vois. Et lui, si tu veux, je sais que, après j'ai joué contre plein de grands attaquants et des plus forts que lui, mais lui, il allait tellement vite que c'était toujours un challenge particulier, tu vois, de jouer contre lui. C'est-à-dire que quand tu joues contre les mecs qui vont vite comme ça, déjà, tu peux pas faire du 1 contre 1. Il faut que ton défenseur central, que tu sois bien en harmonie, tu vois, c'est-à-dire
il prend dans ton dos et tout. Donc, si tu veux, c'était particulier. Et lui, c'est vrai qu'il m'a fait, il était dur. Mais je sais pas comment il était chronométré, mais ça allait très très Ça allait vite, vite. ça allait vite. Il va falloir que je retrouve des images de ça. Je vais te mettre ça dans le montage. En conclusion, on parle de son. Tu as un joli t-shirt Osiris. Moi, j'ai découvert que tu étais dans un groupe de musique. Je pense que tu joues de la basse, si je me trompe pas. C'est C'est ça, ça? c'est ça. Je suis un malade de basse parce que je suis un malade de musique funk et de reggae et de hip-hop Ah, à la base. Mais c'est le hip-hop qui m'a amené à la soul music et au reggae par la suite. Qu'est-ce que tu joues comme musique? Et puis, c'est quoi les alors, projets par rapport à ton avant son, de te quoi? oui. Alors, avant de te parler de mon groupe et de ce qu'on fait, Et je te redemande de reculer encore. puisque tu parlais de, Merci, Eric. puisque tu parlais de funk et tout, il y a, pas plus tard que juste avant qu'on prenne l'antenne tous les deux, sur Instagram, j'ai regardé des trucs de Bootsy Collins, qui est un bassiste fabuleux, Outsi, très excentrique, qui a les tiré chaussures. avec les lunettes étoiles, avec des trucs brillants et tout, qui est un formidable bassiste funk et qui a inspiré beaucoup de grands bassistes. Flea des Red Hot est fan de Bootsy Collins. Flea qui a une culture funk aussi dans son jeu de basse, tu vois, donc qui est pour moi la grande référence, voilà. Et concernant nous, ce qu'on fait, donc nous, regarde, donc si tu vois de tout ça, ça rappelle beaucoup Oasis, tu vois, le groupe Oasis. Ouais. Et donc, toi, sûrement encore plus que nous, parce que nous, ça commence à arriver en France. Mais si tu veux, c'est la mode des tributes aujourd'hui, un petit peu de partout dans le monde, tu vois. C'est-à-dire, il y a un très bon groupe de reprises de Metallica chez vous au Canada qui s'appelle Alcoolica, qui est pas mal, tu regarderas. Bon, moi, je suis plutôt culture rock. Et là, on a monté un projet où on fait une tribute Oasis. Et donc, allez nous voir, amis canadiens, Osiris Cover Band, vous allez nous trouver sur Instagram. Et donc, on fait, quand tu viens nous voir, tu as un concert d'Oasis, quoi. On a 1h30 de morceaux d'Oasis. On a la même entrée sur scène. Et puis surtout, parce que les tributes, souvent, tu sais, ils essaient de trouver une manière de leur ressembler, tu vois. Par exemple, en France, il y a un groupe qui s'appelle les Rabbits qui reprend les Beatles, tu vois. Donc, ils ont mis les costumes années 60 avec les perruques à franges et tout, là. Tu as One Night of Queen, qui est un tribute de Queen où le mec, tu le vois se transformer, tu le vois arriver, il ressemble à rien. Hop, il se transforme, on dirait Freddie Mercury, extraordinaire. Et nous, si tu veux, comme on est tous potes marseillais, fans de l'OM, on a choisi pour nos tenues de scène tu sais que les frères Gallagher, tous les membres du groupe fondateur, c'est des fans de foot de City, ouais. c'est des dingues de City, mais City époque loser, tu vois, c'est-à-dire quand années 80, 90, c'était un club de losers, City. Et ils ont posé beaucoup de fois avec les maillots de City, ils ont joué sur scène avec des maillots de City et tout. Et donc, du coup, nous, pareil, j'ai recherché sur eBay, en Angleterre, un peu de partout. J'ai cherché des vieux maillots de City. Le chanteur, quand tu iras sur Instagram, tu verras, il a un maillot mythique de City, blanc avec des raies bleues. Et le sponsor, c'était Brother, tu sais. Okay. Les deux frères Gallagher avaient posé cette année-là avec ces maillots-là, Brother, tu vois. Donc, j'ai trouvé ça. Enfin, j'ai trouvé plein de maillots. Vous les verrez sur Instagram. Et du coup, c'est clair parce que, bon, période de Covid, on galère un peu, mais on a déjà plein de dates pour cet été. On a fait un petit truc sur Instagram. Il y a la dernière vidéo. On a fait une émission de télé captée récemment et tout. Ça tourne pas mal. D'ailleurs, chers amis, allez-y. Je vais te mettre pas mal de liens en dessous, le lien dans le lien de description de la vidéo, je mettrai des trucs. S'il y a des fans d'Oasis au Canada, j'en suis sûr, qui nous disent ce qu'ils en pensent. Au moins un feedback, c'est ce que je demande toujours sur ma chaîne. Je demande, écoutez, si vous vous abonnez pas, si vous aimez pas, dites-moi pourquoi vous aimez pas, puis moi ça va m'aider à essayer de donner des billes pour venir vous chercher. C'est sympa parce que j'ai l'impression que tu discutes, Eric. Tu es passionné de musique, toujours pas aussi passionné de foot. J'ai l'impression que ta transition vers le monde professionnel, c'est bien faite en fait. T'as peut-être galéré un peu au début, je sais pas. Mais tu as l'air vraiment bien. Moi, je me suis arrêté en 98, mais j'ai été élu à la mairie de Marseille à partir de 95. Donc, quand je me suis arrêté, pendant 10 ans, j'étais adjoint au maire ici à la ville. Déjà en train de... Je m'occupais des jeunes dans les quartiers et tout. Donc, si tu veux, j'ai toujours eu une emprise
sur la vie réelle finalement. C'est un peu le problème du foot ou du sport en général, c'est que tu es un peu sur une autre planète. Et moi, j'ai toujours essayé d'être en contact avec ce qui se fait ici sur les quartiers. Voilà. Donc, voilà. Et puis, bon, j'ai d'autres passions que le foot, la moto aussi, les grosses américaines pour faire de la route. Tu vois, voilà. On a une bande de potes, on fait de la route aussi. Non, c'est pour ça que je te dis, j'ai pas envie d'être président, ma vie est trop belle. Eric, je te remercie beaucoup. C'était All the Talk, le numéro 41 de All the Talk avec Eric Dimeco. Eric, un gros merci. Je te remercie du fond du cœur. Ça m'a fait super plaisir. Bel échange. J'espère que vous apprécierez. Mes chers amis, venez subscribe, venez liker, venez partager. Allez lire nos descriptions. Il y aura plein de choses intéressantes, notamment avec le groupe d'Osiris, d'Eric, que vous pouvez aller découvrir là. Et puis, au prochain numéro et à très bientôt. Merci à tous et à bientôt. Ciao. Bye bye.